Et il dit, voilà, comment est-ce que je vais nommer telle chose que j'ai trouvée. Par après, il va commencer à se dire, comment est-ce que ces choses-là fonctionnent, ces éléments de la nature. Et comme je suis né, Dieu m'a fait homme. Je dois moi aussi apporter ma pierre dans ma réflexion, ma vision du monde. Les épopées ne sont pour moi qu'un document. C'est un document à l'intérieur duquel nos anciens, nos papas, nos grands-papas, nous sommes fiers d'avoir, certains ici d'avoir les grands-papas. Il y en a qui pleurent parce que nous, on n'a pas vu nos grands-papas. Mais ceux qui ont vu leurs grands-papas, comme on dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc l'épopée, c'est un document très riche où nous découvrons l'essentiel de la réflexion qu'ont fait nos anciens sur le monde, les rites et croyances. La langue, c'est à travers l'épopée. Et aucune construction intellectuelle au monde, même les Blancs, le mythe de Sisyphe, aucune construction intellectuelle au monde ne peut se faire au-delà du mythe. Ce n'est pas possible. La pensée occidentale s'est forgée à travers l'Iliade et l'Odyssée. Mais quand nous avons, nous, nos mythes, on dit, non, c'est des choses des sorciers. Entre-temps, on va danser le bouti. On ne dit pas de la même chose. On a le rite, on a le guéri, on a le mouiri, on a le djembé. Quand quelqu'un vient te taper le cul, mais tu as peur. Mais pourquoi as-tu peur? Mais parce qu'effectivement, il y a du vrai dans ces choses. Et c'est ce que nous devons découvrir. Peut-être pas entièrement. Mais le chemin de la vérité, qui doit nous conduire vers la vérité, c'est effectivement considéré. On nous dit, on ne le dit pas. Je ne vous dis pas ici qu'il faut garder pour garder. Mais la grande question est de se dire, s'il faut garder le bête, qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut préserver? Est-ce que c'est moi qui retourne en tant que diseur de bête? C'est moi que vous allez sauver, mais la maison en feu. Vous allez sauver quoi dans l'épopée du bête? Est-ce l'homme? Moi? Est-ce l'instrument? Est-ce mon costume? Qu'est-ce qu'il faut sauvegarder? Dans le Mwanga, la même chose. Qu'est-ce qu'il faut pour nous, pour faire face à l'autre? Qu'est-ce qu'il faut préserver? Et cette question, ce n'est pas à une seule personne de la répondre. C'est notre travail à tous. Et il faut aussi dire que nous parlons de l'intégration de nos langues nationales, comme je l'ai dit par ailleurs. Mais ces langues nationales passent par quoi? Passent par quoi? Si vous n'avez pas de texte, l'épopée, c'est un texte oral. C'est la langue. C'est l'art majeur dans nos sociétés. Si vous n'enseignez pas l'épopée dans les villages, dans les écoles, en langue, c'est vrai, déjà trouver une langue nationale, c'est difficile. Mais nos épopées n'ont pas besoin d'être dites en langue nationale, enfin unique. Chacun dans sa langue dit son épopée. Mais pour intégrer ces langues-là dans le système éducatif, sur quel support allons-nous travailler? Faut-il travailler l'épopée à l'école? Parce que la langue a besoin d'être véhiculée. C'est à travers les épopées, à travers les chants, à travers les proverbes. Et vous savez que l'épopée, c'est le texte qui englobe toute la littérature sentencieuse qu'on connaît. Les dictons, les proverbes, les maximes et tout ça. Parce que ce n'est pas un texte figé.
C'est un cri qui m'a amené à organiser ces 2 jours. Je n'ai pas la réponse, mais je sollicite la participation de tout le monde, des Gabonais, du gouvernement, des ONG, tout ce qu'il faut pour que nous réfléchissions ensemble. Je ne vous ai pas appelé pour vous dire, je vous donne les clés, je n'en ai pas. Mais je voulais partager mon souci, interpeller la conscience des uns et des autres. Qu'est-ce que nous faisons de ces épopées? C'est aussi un facteur d'intégration. Parce que vous ne pouvez pas garder le rite sans regarder la littérature qui accompagne ce rite. Parce que l'épopée, effectivement, c'est la littérature qui est le gardien du rite. Mais entre-temps, on a dit, on craint beaucoup plus le diseur de bête en tant qu'individu, mais on ne craint pas le récit, le texte, la force du texte. Parfois on dit c'est le diseur de Olendé qui est devant, mais Olendé est derrière. Parfois on dit Olendé est derrière, et le diseur de Olendé est devant. Ça veut dire que nous-mêmes nous avons du mal à partager. Il n'y a pas de statut. Donc ces 2 premières journées, vous aurez à l'entrée, à partir du demain matin, un gros cahier comme ça, où tout le monde va écrire son petit mot, sa petite adresse, pour dire voilà moi ce que je pense de cette problématique des épopées. Et une autre dernière chose, c'est que vous savez que c'est l'UNESCO qui traite des problèmes de culture, de sciences. Dans la Convention de 1972, on parlait des sites historiques. Parfois, les sites qui abritaient des volcans étaient déclarés sites il faut protéger. Parce qu'il y a un volcan en dessous. Mais à cette époque-là, on disait non, l'Iboga, le rite, là, le Mondjembe, c'est rien, laissez. Mais on préfère protéger un site qui couvre un volcan. À un moment donné, on dit attention. Mais le site, ce sont les hommes qui l'ont bâti. Pourquoi préserver ce que les hommes ont bâti comme structure? Vous élevez une stèle, vous élevez des dolmens, mais on va dire que ce sont ces dolmens qui sont maintenant plus importants que l'homme qui les a créés. Mais avant que tu ne trouves la pierre là où elle est posée, c'est l'homme qui l'a mise là. Et c'est cet homme qui est important. Et c'est cet homme, c'est lui qui porte les traces de la nature. Si nous sommes ce que nous sommes noirs, nous ne sommes pas blancs. Quel que soit ce que nous aurons fait, vous aurez passé 25 ans en France, en Europe, aux États-Unis, vous ne serez jamais blanc. Vous ne serez jamais américain. Parce que ça vous colle sur la peau. À beau faire preuve de snobisme, mais à un moment donné, ce qui est en vous va se réveiller et claquer la porte des jours. C'est ça l'ennemi. Et faire semblant de le nier, c'est nier notre propre existence. Je vous supplie, je sais que beaucoup d'entre nous avons des relais. Il y en a qui sont parents de tel, d'autres parents de tel, amis de tel, amis de parents de tel, et qui ont peut-être des décisions à prendre là-dessus. Je suis sûr que ces discours interpellent tout le monde pour relayer l'information. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Et ce qui est dommage, enfin, pas dommage, hilarant peut-être, mais important, c'est que de 1972 à 2003, la convention de l'UNESCO, j'espère qu'ils sont ici, nous leur avons adressé une correspondance
Ce n'est pas une manière de... Voilà, mais j'espère qu'ils sont là. Nous attendons beaucoup de vous. De 1972 à 2003, on revient à la Convention 2003 pour dire il faut effectivement revaloriser ces mythes. Il y a 40 ans, vous nous avez dit que ce n'était pas important et vous avez tout arraché. Et vous revenez aujourd'hui nous dire allez les ramasser ou on les a mis jetés à la poubelle. Et nous savons qu'il y a les termites chez nous et les fourmis. Comment est-ce qu'il faut faire? C'est déjà difficile pour reconstituer ces mythes, ces récits fondateurs. Mais on peut y arriver. C'est l'union qui fait la force. C'est pourquoi je parle au nom de l'association des dizaines de livres. Je ne parle pas en tant qu'homme de science, en tant qu'écrivain, mais je vous transmets réellement le message que m'ont demandé de vous transmettre mes aînés qui sont dans nos villages. Parce que nous avons décidé de constituer une communauté de détenteurs de la parole. Il faut savoir écouter les anciens pour aller de là. Quand on n'écoute plus les anciens, les gens sont anciens. Quel âge? À chaque fois qu'on a 20 ans, on se dit nous sommes là, c'est le plafond. Dès que vous avez quand tu dis ah, donc je savais encore une. Et même quand vous avez 80 ans, vous dites j'ai peut-être fini. Mais à 90 ans, vous dites oh là là, je n'avais encore rien. On a vu sur Internet un Européen qui divorce de sa femme à 90 ans. Vous avez 90 ans. Parce qu'il dit, il y a sa femme l'a trompé il y a 50 ans. Oui. Mais il faut le faire. 90 ans. Vous croyez que ce bonhomme qui divorce de sa femme à 90 ans, il a le souci d'aller prendre une autre épouse, d'aller reconstruire sa vie? Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit il se retrouve? C'est-à-dire qu'il s'est dit, donc je n'existe même pas, je croyais avoir fait toute ma vie, mais je n'ai rien fait du tout à 90 ans. C'est ça. Quel que soit l'âge, il faut le faire pour être tranquille avec sa conscience. Et je suis là, avant de vous passer, le docteur Steve est là. Je vais finir par une anecdote. Un jour, dans un village, il y avait une cérémonie de danse. Vous savez que dans chaque village, il y a toujours une personne qui est spécialisée dans la pêche, la chasse, les chants et tout ça. Et une des femmes, très belle danseuse et tout ça, qui animait le groupe d'animation, et dont le mari était bon chasseur. Mais la femme connaissait son mari. Je ne dis pas connaître le gros ou petit ou lancé. Je ne parle pas de la forme de ce qu'on peut avoir comme forme. Je parle de connaître profondément. Et au moment où la danse, on était au milieu de la danse et la femme qui chantait chante son équipe, mais il y a une nouvelle qui dit, celle qui danse là, oui, mais il y a des gens qui sont partis en bourse, ça ne va pas là-bas. Il y a quoi? Non, non. Il paraît que son mari a disparu. On a entendu un coup de feu et quelqu'un qui criait, mais vraiment, il n'y a que du sang. Elle, sa femme, vous dit non, c'est elle qui chante au milieu. C'est elle qui anime. Mais comment faut-il faire pour lui dire que son mari, elle est excitée? Vous savez, chez nous, une femme, c'est une vieille tradition de danser. Et puis ça fait du bien de danser. Et rire aussi, parfois.
En soi, danser, c'est pas mal. À Mungue, c'est copine. Oui, quand ça chauffe. Mungue, oui. Comment? Vous la bouteille à côté. Non, il y a ton mari là. Il paraît qu'il est mort. Qui? C'est elle qui donne des chansons. Ton mari, il est décédé. Il dit non. Ah. Mais elle entend des pleurs. Oh, mais c'est comme. Mais les gens pleurent là, c'est parce qu'on dit ton mari est décédé. Qui? Ton mari. Et c'était évident. 2 jours. Un jour plus tard, la femme s'est dit, moi je ne quitte pas le Pérou, la cour de danse. Je connais mon mari. Même en cas d'accident, j'aurais su. Et je ne quitte pas la cour, je ne m'arrête pas de danser. Je ne vais arrêter de danser que quand mon mari sera de retour de la bourse. Ni manger, ni boire. Ça traduit quoi chez nous? La folie. Oh, elle est folle, elle est folle. Jour et nuit. Au bout d'une semaine, alors qu'elle n'avait plus de force, et au moment où tout le village était tombé d'accord pour dire une semaine, c'est fini pour son mari. Mais elle était là. Et tout autour d'elle, les gens pleuraient quand elle dansait. La pauvre, mon Dieu. Et le lendemain matin, au bout du village, on entend un coup de fusil. Oh. Le gars matin, le gars matin. Et la femme en chante, toujours là. Elle dit, vous avez entendu? Je connais comment le fusil de mon mari, comment ça tonne. C'est lui. Lui commence. Maintenant, elle n'a pas fini de parler. Que le monsieur, son mari, avec un gibier, arriva de la blouse, son fusil, avec un gibier, à partager, traînant sur une pied, parce qu'il était à terre. La reine éléphant. Mais au village, on disait, il était mort, il n'avait plus espoir. Et la femme a couru vers son mari. Il dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, je ne vais arrêter de danser. Quand mon mari sera, je connais mon mari. Même s'il était mort par accident, je l'aurais su. Mais comme je sais encore qu'il y a des signes d'espoir, des signes qui ne sont peut-être pas visibles autour de nous, mais je vous dis, chers frères, l'heure est telle. Avec tout ce qui nous assaille, tout ce qui assaille l'Afrique, l'Africain, je vous dis, l'actualité, vous savez ce qui se passe. Il faut bien qu'on offre à l'autre un peu de dignité. Et la dignité, c'est ce que l'Africain a de plus cher. La dignité, c'est ce que nous avons de plus cher. Et c'est cette dignité qui ferait le contrepoids de tout ce qui nous assaille là.
si on ne fait rien, nous pourrons au cataclysme, au déluge. Sinon à la création d'un nouveau monde. C'est pourquoi je vous interpelle tous. L'occasion, c'est de première journée sur nos épopées. Les autres écrivent, chercheurs tels, professeurs tels, ils ont même des grades parce qu'ils ont écrit sur nous. On leur donne des grades, des maisons, des voitures. Ils les spécialisent de tels chez nous. Mais toi qui es détenteur de ça, tu meurs de faim. Et on rit de toi. Imaginez comment nous avons créé une double société à l'intérieur d'une société d'origine. Nos papas n'existent pas parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Nos grands-papas n'existent pas parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. On a inversé les tendances. On nous a donné un nouveau mode de société. Mais si nous sommes maintenant plongés dans un nouveau mode de société, il faut que nous prenions conscience que ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes, c'est bien. Il faut aller puiser ces ressources. Je ne sais pas ce que je peux encore faire. Mais aidez-moi, aidez-nous à refaire vivre ce que nous avons de plus cher. C'est l'occasion de ces 2 jours. Je vous ai dit que demain matin, vous trouverez un gros cahier juste à la montée d'escalier. Nous, chacun pourra, membre d'association, président d'ONG, Gabonais, étudiants, professeurs, enseignants, tous qui, pour que nous, ensemble, on crée une dynamique nouvelle sur les épaules. Et on peut décider d'organiser au niveau national des journées de l'épopée gabonaise considérées comme chômé payé. Parce que quand c'est chômé payé, c'est bon. Oui. Ça devient important parce que quand on dit vous allez assister aux journées des épopées gabonaises, mais c'est chômé payé. Donc, ça devient important. Mais quand ce n'est pas chômé payé, ce n'est pas encore important. Nous pouvons arriver à ça. Et c'est sur ces paroles que je vais vous quitter. Et je vous dis, personne ici ne fait la leçon de morale. Nous échangeons. Vous et nous. Ici, il n'y a pas de spécialistes. Nous sommes juste des organisateurs. C'est vrai, vous pouvez poser des questions. Si quelqu'un d'entre nous a la réponse, il répond. Et si quelqu'un dans la salle a une réponse, il répond. Ce n'est pas nous qui avons le monopole, mais c'est un échange que nous avons pendant ces 2 jours. Je vous remercie. Il est difficile de prendre la parole, c'est avec douleur que ce devoir m'incombe. Je commencerai par le passé, de la raison interdite à l'émotivité nègre politiquement correcte. Voilà où nous en sommes. Pour ce qui est du passé, je sais où je me trouve, je garderai longtemps ma langue fixée au palais. L'élite Olende, Mubwan, Pumbwe, Mvet sont en puissance des récits fondateurs de civilisation. L'Afrique a des paradigmes qui sont autant fonctionnels que des paradigmes qui reviennent d'ailleurs. Il faut le croire, les paradigmes africains, les modèles, nos valeurs ne sont pas ancillaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inférieures aux valeurs qui reviennent d'ailleurs. Ceux qui continuent à le penser restent otages de leur servitude. L'épopée est une matrice fondatrice et organisatrice de la vie humaine.
l'instar de la Bible, du Coran et d'autres textes que vous connaissez. Je ne vais que reprendre un tant soit peu, en d'autres termes, avec un langage bien différent, ce que vient de dire notre sage. Les épopées sont aussi des mythes unificateurs, en mesure de façonner une citoyenneté post-constitutionnelle, capable de créer de grands ensembles sous-régionaux. C'est à l'adresse de la CEAC et des organisations internationales sous-régionales. Dans une Afrique en décomposition, qui semble avoir perdu son centre de gravité, dans une Afrique à la moralité mortifère, à en juger par les événements, à en juger par l'actualité brûlante, il est nécessaire de mettre en place un programme sous-régional de sauvegarde et de revalorisation des récits fondateurs et des savoirs locaux. Je ne serai pas bavard, car je me limiterai simplement à retransmettre synthétiquement ce que disent les anciens. Donc, de la parole formulée et sacralisante de Thierry Tourndon, nous passons à la rhétorique historicisante de Dr Stivela, qui va nous entretenir de l'évolution des épopées gabonaises de la période post-coloniale à nos jours. Je vous remercie. Je remercie le docteur Ababaga Modeste pour son propos. Je voudrais d'abord très rapidement quitter au fond d'un devoir, celui de l'hommage. Dans cette salle, nous avons un des contributeurs qui a participé dans l'ombre pour que ces journées puissent avoir lieu. Je voudrais ici aussi dire que c'est un des notables du pays Fang, il est un des gardiens de la gestuelle. Je voudrais ici rendre hommage à la présence du vénérable sénateur, j'ai cité François Ouangima. Je voudrais également dire merci à l'Institut ce soir, qui nous reçoit, qui nous accueille pendant ces 2 jours pour causer autour des épopées gabonaises. Je voudrais d'abord, si vous me permettez, au fond, mesdames, messieurs, rendre aussi hommage, un hommage solennel à tous les conteurs décédés, à ces maîtres de la parole, à ces maîtres du verbe, qui ont donné une part de leur vie dans le sacerdoce de notre patrimoine culturel immatériel, inépuisé. Ils ont transmis à d'autres ce verbe, cette richesse infinie qui nous rassemble aujourd'hui et qui, j'en suis sûr, nous rassemblerons encore demain. Nous avons toujours déjà une dette envers eux. Et cet événement, ces différentes journées, en constituent le geste concret. Ces épopées qui ont été dites sont parvenues jusqu'à nous, non sans avoir contribué à construire nos imaginaires collectifs et à faire de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire au fond, nous-mêmes. Or, ce nous-mêmes, c'est ce « je » au pluriel, pour reprendre sous une forme négative la formule d'Arthur Rimbaud, c'est ce « je » qui n'est plus un autre, mais ce « je » dont l'affirmation naturelle et réflexive constitue le fondement de notre identité. Je voudrais ensuite dire un mot au sujet de ce beau vocable patrimoine culturel immatériel, qui constitue le témoignage vivant que nous avons une mémoire dont
Nous avons une mémoire dont nos récits anciens sont les porte-étendards. Le patrimoine culturel immatériel, dans ce sens, sans sens plénier, appelle la mémoire contre l'oubli. La dernière étant la pathologie de la première. C'est pour ne pas céder à l'atteinte, à la faiblesse, à la lacune, que la mémoire se définit elle-même, du moins en première instance, comme lutte contre l'oubli. Ainsi, le Mvet, l'Olende ou le Mubwanga ambitionne de préserver de l'oubli la gloire des Ekang, appelés encore improprement aujourd'hui Fang, des Obamba et des Poudou, pour ne reprendre ces trois exemples. Et notre fameux devoir de mémoire s'énonce comme une exhortation à ne pas oublier. D'où la nécessité de relever cette idée que nos traditions orales, quelles que soient les formes qu'elles puissent prendre, laissent toujours des traces qui témoignent de leur appartenance au temps et à la géographie. C'est pour cette raison que Paul Ricoeur disait, je cite, « La notion de trace ne devient pensable que si on réussit à y discerner le réquisite de toutes les productions de la pratique historienne qui donnent la réplique aux apories du temps pour la spéculation. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, j'ai choisi expressément de délimiter dans le temps l'évolution des peuples gabonaises pour marquer justement le processus de leur transformation, de leur diffusion, de leur exportation, voire de leur universalisation. Il me semble en effet que jusqu'en 1960, les peuples gabonaises sont encore confinées dans la lutte de l'oralité, parce qu'elles sont pratiquées dans un espace restreint, adressé à une assemblée dont la plupart des membres sont initiés. Chaque épopée, chaque récit appartient au groupe ethnique qui a la même langue en partage, parce qu'il s'agit avant tout de parole, du verbe, en tant qu'institution d'une communauté donnée. Bref, nous sommes encore dans l'espace du village et du corps de garde, où les épopées sont dites la nuit ou le jour, en fonction de la circonstance. Pour ce qui est du Mvet, plus pendant la période des grandes vacances, qui va de juin à septembre, notamment lors des cérémonies funéraires ou des retraits de deuil, lorsqu'il s'agit d'un homme, dans le cadre de l'Olende, c'est quasiment à la même période, en l'occurrence pendant les cérémonies de circoncision. On le voit, les peuples gabonaises, pendant cette période, sont réservés à un groupe d'individus et le caractère sacré qui les auréole fait que ceux qui les écoutent sont considérés eux-mêmes comme des privilégiés. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, en effet, la plupart du temps, ceux qui disent un récit sont initiés et ils sont tenus de ne jamais révéler par comment ils y ont accédé, où et à la faveur de quelles circonstances. En plus, de nombreux clichés circulent contre ces diseurs d'épopées et ces oralistes, qui sont généralement considérés comme des personnages étranges par leur aspect, craints dans le village, et leur mort mystérieuse vient souvent amplifier cette réputation. Bref, ce sont des prêtres oints, ce sont des hommes à part qui exercent une certaine autorité dans la communauté qui les reconnaît à cet effet. Je voudrais à présent introduire une autre idée qui marque l'évolution des peuples gabonaises, que ce soit le Mvet, depuis 70, date de parution du premier livre Mvet de Tilan Dondoutoum, l'Olende, paru pour la première fois en 1976 par Jean-Paul Leimongoy, ou encore le Mubwanga, récit épique du groupe Pounou, paru pour la première fois en 1997 par Jérôme Kwenjimikala, on va se rendre compte du basculement de la parole vers l'écriture, par quoi l'épopée devient un texte, selon la terminologie de Paul Ricoeur. La question devient alors, qu'est-ce qu'un texte? Si on suit Paul Ricoeur, nous appellerons texte tout discours fixé par l'écriture. Selon cette définition, la fixation par l'écriture est constitutive du texte lui-même. Mais qu'est-ce qui est ainsi fixé par l'écriture? Nous avons dit tout discours.
Est-ce à dire que le discours a dû d'abord être prononcé physiquement ou mentalement? Que toute écriture a d'abord été, au moins à titre potentiel, une parole? Bref, qu'en est-il du rapport du texte avec la parole? On est d'abord tenté de dire que toute écriture s'ajoute à quelques paroles antérieures. En ce sens, suivant Paul Ricoeur, l'écriture est, en tant qu'institution postérieure à la parole dont elle paraît destinée à fixer par un graphisme linéaire toutes les articulations qui ont déjà paru dans l'oralité. L'attention presque exclusive donnée aux écritures phonétiques semble confirmer que l'écriture n'ajoute rien au phénomène de la parole, sinon la fixation qui permet de la conserver. D'où la conviction que l'écriture est une parole fixée, que l'inscription, qu'elle soit graphisme ou enregistrement, est inscription de parole, inscription qui assure à la parole sa durée, à la faveur de ce caractère subsistant de la gravure. Si cet affranchissement de l'écriture qui la met à la place de la parole est l'acte de naissance du texte, la question qu'on devrait maintenant se poser est celle de savoir à la faveur de quoi la parole se fait chair par l'écriture, dans quel intérêt. D'abord, au fond, le texte exige un renouvellement de deux notions d'explication et d'interprétation, et à la faveur de ce renouvellement, une conception moins antinomique de leur rapport. Disons tout de suite que le discours sera délibérément orienté vers la recherche d'une étroite complémentarité et réciprocité entre explication et interprétation. L'interprétation étant une province particulière de la compréhension en herméneutique. Sorti de la langue d'origine, les prophètes se donnent à un public plus large qui dépasse le public originaire, le groupe ethnique en l'occurrence, d'où il provient, et devient le texte de l'ensemble de la communauté de ceux qui savent lire un texte. Il n'est plus la propriété du narrateur, mais la propriété des lecteurs et autres interprètes avec lesquels il grandit sans cesse. Les niveaux de compréhension changent eux aussi en fonction de la nature du texte, selon qu'on est dans le texte purement littéraire, les textes de Mbed de Juedema, de Ndondoutou Tira, d'Asumondoutou, de Leimongoy ou de Kondi Mikala, dans l'essai, les textes de Edouard Biogo, d'Anna Eloué, Miko Bengon Laurent, voire Stivella, le roman, le texte récent de J.P. Olomo, à Komamba et les Immortels, la bande dessinée à Lumdon Miko de Priva Momo et son équipe. L'écriture universalise ainsi le récit, à telle enseigne que le passage d'une communauté traditionnelle localisée à une communauté universelle éclatée est vite amorcé et rendu fécond. L'écriture démocratise l'épopée en élargissant leur lectorat en lieu et place de leur auditorat, toujours déjà restreint à la seule communauté de base composée de locuteurs d'une même et seule langue. Le récit, au fond, s'invente aussi à travers l'écriture qui le porte de part en part. Transcription, traduction, interprétation, etc. Je dirais même que l'écriture réinvestit l'épopée d'une vie nouvelle à partir de laquelle il y a perpétuelle renaissance du même sous d'autres formes, parce que la surabondance de l'autre qui s'y fait jour ne peut jamais être enfermée dans la même œuvre. Avec l'écriture, le récit passe d'une vie à plusieurs vies selon la forme qu'il peut prendre. En ce sens, je prendrai volontiers à mon compte ces propos de Jacques Derrida en disant « On tend maintenant à dire écriture pour dire cela et pour autre chose, pour désigner non seulement les gestes physiques de l'inscription littérale, pictographique ou idéographique, mais aussi la totalité de ce qui la rend possible. Puis aussi, au-delà de la face signifiante, la face signifiée elle-même. Par là, poursuit Derrida, tout ce qui peut donner lieu à une inscription en général
qu'elle soit ou non littérale, et même si ce qu'elle distribue dans l'espace est étranger à l'ordre de la voix, cinématographie, chorégraphie, certes, mais aussi écriture picturale, musicale, sculpturale, etc. Fin de citation. Tout cela pour marquer les différents domaines dans lesquels se transcrivent justement ces épopées gabonaises et comment elles ont évolué ces 50 dernières années. Et de ce point de vue, je dois dire que ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer que cette évolution graphique de l'épopée gabonaise introduit ce que j'appellerais moi la distanciation critique, qui rend compte dans un discours à la fois philosophique et scientifique de la relation primordiale d'appartenance entre l'être que nous sommes, en référence bien sûr à notre groupe ethno-linguistique de base, et telle région d'être que telle science élabore en objet par les procédures méthodiques appropriées. Cette évolution doit aussi être capable de rendre compte du mouvement de distanciation critique par lequel cette relation exige la mise en objet, le traitement objectif et objectivant des sciences, et donc le mouvement par lequel explication et compréhension s'appellent sur le plan proprement épistémologique. Il me semble que le Mvet, l'Olende, le Mubwanga n'appartiennent plus seulement au seul Fang, au Bamba, Punu, ni à leurs espaces respectifs, mais à la communauté scientifique, et bien entendu que les épistémés prennent corps à partir de cet instant où la parole cède le pas à l'écriture. L'écriture sensible, finie, etc., est désignée comme écriture au sens propre. Elle est alors pensée du côté de la culture, de la technique et de l'artifice. Procédé humain, ruse d'un être par accident ou d'une créature finie. C'est ce corpus graphique qui précisément permet de faire œuvre de science en rendant possible son accessibilité à tous. En témoignent les recherches fortes menées naguère par le professeur Marc Luropivia, actuel recteur de l'Université de Marbongo, sur les écumènes migratoires des Fang anciens à partir d'une cartographie hydraulique du Mvet. Cela témoigne aussi de l'infinie richesse de l'accessibilité de nos épopées dès lors qu'elles sont transcrites et traduites. Dans ce temps de lecture, je dirais avec Derrida que le concept d'écriture devrait définir le champ d'une science au moins pour deux raisons. La première, c'est que, au fond, l'idée même de science est née à une certaine époque de l'écriture. La seconde, c'est que l'écriture n'est pas seulement un moyen auxiliaire au service de la science, et éventuellement son objet, mais d'abord la condition de possibilité des objets idéaux et donc scientifiques. D'où la formule derridienne suivante. Avant d'être son objet, l'écriture est la condition de l'épistémé. Par conséquent, si le verbe, à travers la voix, voix, qui le porte est épocal, l'écriture, quant à elle, à travers ses différents supports, est transépocale, fut-elle toujours déjà dissimulée dans l'époque, y compris la production du différé, de ses significations à quoi correspond le mot différence avec A, cher à Jacques Derrida. Je voudrais aussi, à présent, faire une démonstration au sein de ce champ graphique concernant particulièrement l'épopée Mvet. On peut observer en effet plusieurs évolutions. Celle-ci marque à proprement parler la périodisation suivante au sein de ce que nous avons appelé l'école universitaire du Gabon, qui naît avec ses maîtres et autres théoriciens du Mvet que sont Tilanon, Assoumou Ntoum, Grégoire Biogo, Alain Guédoué, Laurent Guilcobengon, Angèle Ondo, etc., pour ne citer que cela, autour des recherches pratiques et fondamentales qui concernent le Mvet. D'abord, le Mvet chanté d'avant Jeunema, pouvait encore s'écrire avec un seul T, c'est l'apogée de la voix. Chez Jeunema, la voix domine. Avec sa conception substantialiste, le moment où il est encore tributaire d'essentialisme absolutiste, de finalisme. Ici, on écrit encore le Mvet avec un seul T, d'où le livre Un Mvet de Jeunema. En deuxième lieu, nous avons le moment intermédiaire, qui est celui du Mvet transcrit et traduit de Jeunema par Herbert Pepper,
comme mouvement d'ouverture d'une vête, moment aussi de sa première mutation interne, fut-elle encore timide. Là encore, on écrit toujours le vête avec un seul T. Troisième moment, c'est au fond le moment de la maturité graphique, qui est le moment tiraillien et assouméen, celui de la mutation radicale d'une vête qui découvre sa co-appartenance avec la raison graphique. Avec Tirandon et Assoumoundoutoum, en effet, on écrit une vête avec une majuscule et la double consonne T, pour bien marquer au fond le différé, l'inépuisable et l'arrachement à tout déterminisme qui guette la production textuelle. Ici, Tira a déconstruit le vête en étant le premier à l'avoir écrit avec 2 T. Quatrièmement, enfin, après avoir formalisé le moment graphique tiraillien, le moment vétologique, trait d'union, est celui qui découvre la co-appartenance d'une vête et de la recherche scientifique, avec les procédures de discours logiques, les vétologiciens, les logographes, et le vête redécouvre la grâce de son être philologique et logique. Le mot s'écrit alors vête, et la science du vête devient la vétologie, comme le chercheur devient vétologue, et le vétopolitologue en tant que le vête est d'abord et toujours déjà un discours stratégique, géostratégique. Il va de soi que ce qui va caractériser à proprement parler nos épopées gabonaises et leur évolution, c'est aussi le fait que leur diffusion à un large public va marquer les esprits. Pour la plupart d'entre eux, en effet, ils sont transcrits puis traduits dans la langue d'origine et dans celle d'emprunt. Par exemple, nous avons un vête de Juédiema qui paraît en 72, chez les classiques africains, hérédité par Armand Collin, en version bilingue français. Nous avons ensuite l'épopée Mwanga, dont le travail graphique intervient un peu plus tard, c'est-à-dire en 1994, par Coindy Nicolas Jérôme. Bien sûr, cette évolution est majeure et elle ne s'est pas faite sans heurts, car en effet, pendant la colonisation, il était difficile que nos épopées puissent s'exprimer librement, et l'exemple du vête en est le gage absolu. Je dirais qu'à cette époque, nos cultures n'étaient pas toujours reçues favorablement par nos féodaux d'alors, et il fallait résister pour qu'elles soient conservées. C'est pour cela qu'on parle de patrimoine culturel immatériel, pour bien marquer le fait que nos épopées gabonaises ont résisté au temps et à la répression coloniale. Permettez-moi d'insister sur ce point en disant qu'au Gabon comme en Afrique, le vête constitue un exemple patent de ces récits vivants qui ont su résister, au fond, aux assauts du temps pendant la coloniale, où, rappelons-nous, la plupart des formes d'expression culturelle n'avaient pas trop de cité au motif de préjugés, et surtout en raison de leur incompatibilité avec la ligne doctrinale féodale d'alors, celle du christianisme comme un impérium imposé par les maîtres. C'est d'ailleurs ce que rapporte parfaitement Tirandon en parlant d'une vête. En effet, en prenant exemple sur lui-même, à la faveur du contexte colonial d'alors, où jouer d'une vête était perçu comme de la provocation, comme un acte de grande subversion, comme une résistance à l'impérialisme occidental, à la médecine, à l'évangélisation et finalement aux armes du maître. On le voit ici sous la consigne du témoignage dans le tome 2 de son vête. Tira dit ceci: les Blancs ont emmené Tirandon à l'école. Tirandon joue du vête sur du papier. Ce matin-là, Zouga, la mère de Tirandon, a pleuré. Son père s'est irrité. Qu'est allé chercher Tirandon à l'école des Blancs? Tirandon joue du vête sur du papier. Que peut-on bien apprendre à l'école des Blancs? Qu'est-ce qu'on peut bien y apprendre de bon? Doutou Modja a voulu aller reprendre son fils à l'école des Blancs. Mais là-bas, le commandement lui a opposé les miliciens. Des miliciens armés de bâtons et de lianes qui tuméfiaient la peau. Et Doutou Modja a abandonné son fils.
Ce récit est saisissant, en même temps, il permet de comprendre que le contexte géopolitique et religieux dans lequel la résistance culturelle s'est faite contre les Blancs était difficile, particulièrement difficile. D'ailleurs, Tira lui-même perdra son instrument lorsqu'il dit, je cite, « Les Blancs ont dit que Tilandong fait du bruit et lui ont cassé le vêt. Oh, maman, a-t-on vu Jean plus cruel? Nutumodja s'est alors écrié, « Quand j'avais engendré mon fils Ndong, où était ce blanc de Philippe? Je fais un fils, je le nomme Ndong. Les Blancs viennent, bouleversent la vie et nomment mon fils Philippe. Quand je l'avais engendré, mon fils, où se trouvait ce blanc qu'on appelle Philippe? » Toujours est-il que l'école des Blancs n'a pas réussi à aligner le jeune Tira, puisque, comme il le rapporte lui-même sous la consigne du témoignage, dans le tome 2 toujours, un beau jour, Tilandong est revenu au village. Une joie ce jour-là. Tout Ngongom vibrait de tam-tam. Et Tilandong a dit à son père qu'il voulait jouer d'une fête. Je vous le dis, les oreilles de son père ne le croyaient pas. Un enfant adopté par les Blancs peut-il encore jouer d'une fête? Tilandong Doutoum, fils de Doutoumedja, peut-il encore jouer d'une fête? Alors son père a appelé Foulou, un grand joueur de fête du village de Zangwan, de la tribu Yenui, et Oro, un grand joueur de fête du village Andom, de la tribu Yenui, Juengema, Donleson, Juengema du village Anguier, le plus grand joueur de fête de la tribu Yenui. Ils ont appris le vêt à Tilandong Doutoum, fils de Doutoum Medja. Il faut se remettre dans le contexte d'alors pour saisir la portée des questions posées, étonnement manifesté par Doutoum Medja. Quand Tira revient au village à Ngongom pour compléter et raviver ses connaissances du Vêt, pour faire montre aux yeux de son père qu'il n'a pas abandonné le Vêt et que le Vêt ne l'a pas abandonné, qu'il est un fervent défenseur de la tradition, son père s'en émeut. Même si, on le sait, des années plus tard, Tilandong va commettre un acte de grande subversion en profanant le Vêt, en arrêtant de jouer le Vêt au corps de garde pour finalement se produire sur du papier. C'est à quoi répond la formule Tilandong, je lui laisse du papier. Toujours est-il que l'école des Blancs n'a pas réussi à aligner Tilandong Doutoum. Et je voudrais finir ce propos en disant que les épopées gabonaises sont passées du corps de garde à l'Institut français, de la parole à l'écriture, non sans oublier de la forme cinématographique illustrée par le film récent La colère d'Ngom. On le voit, cette littérature est en pleine ébullition. Cette littérature sur le Vêt comme du reste sur l'ensemble des peuples gabonaises est en mouvement, continue à donner lieu à des élaborations théoriques autour de concepts tels que la mythologie, la science du Vêt, l'icanique, etc., etc. Sur le plan esthétique, bien sûr, l'instrument de Vêt continue de muter depuis sa forme originaire, Naoutse, en passant par Ekane, Oyonada, jusqu'aux expressions les plus récentes et remarquables de l'artiste Jean Galbert, Zé. Tout à l'heure, nous verrons justement ces instruments de Vêt qu'il continue justement à fabriquer et qui sont différents au fond des instruments d'alors. Voilà un peu en quelques mots ce que j'ai voulu dire ce soir. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Alors, il est difficile justement de prendre la parole à la suite du docteur Ella Steve. J'ai même l'impression que ses dents en diamant jettent beaucoup de lumière proche du soleil, tant il nous a édifiés, et que ce que je dirais à cette auguste assemblée ressemblerait quand même à quelques paroles cadavériques. Mais essayons et jouons quand même le tour. La construction de l'imaginaire collectif, la structuration du je, qui n'est rien d'autre qu'un nous ignoré. C'est le premier compartiment de ton propos.
la valeur immémorielle du récit épique. C'est une lutte contre l'oubli. Il y a là lieu de proposer des lieux culturels. La contemplation du verbe, l'intemporel, est une réalité refuge. Le verbe est un refuge. Le diseur de Mbeth, les diseurs d'épopée, ce sont des hommes à part, des coups heureux du hasard, car ils font exception. Il faut simplement les suivre à la trace. L'écriture, c'est le verbe, infiniment refroidi chez les écans, le verbe solaire. C'est vrai que l'écriture, c'est aussi quelques cadavres de connaissances. N'en faisons pas tant éloge. La parole, quand elle se fait chair, c'est parce qu'au départ, elle est âme. Car parler, c'est faire ressortir l'âme qu'il y a au-dedans de nous. Nous avons ici, dans cette assemblée, le professeur Nguema, je m'excuse, c'est une indiscrétion, et un ancien tout à fait derrière. Tire bien. Ils peuvent en dire long sur cette question. Moi, je ne suis qu'un bébé. L'écriture réinvestit l'épopée d'une vie nouvelle. Car la vie est une expérience d'innovation. L'écriture est intempestive. L'écriture. Avec cette capacité de nous faire vivre plusieurs époques en une seule. La vétologie, mais c'est la scientifisation de l'épopée simplement. C'est un mouvement, je pourrais dire, une forme de concavité, un déclin de la parole solaire. Mais nous en avons besoin pour démocratiser la culture. Les épopées gabonaises ont résisté au temps, à la répression coloniale, à la corrosion des idéologies triomphantes de l'époque. Jouer du Mbeth était perçu comme une forme de subversion. Mais l'épopée, dit-il courageusement Thierry, se joue désormais sur le papier. Et d'ailleurs, c'est en bande dessinée. Et bientôt en dessin animé. Voilà comment on sait se jouer de ceux qui veulent toujours nous maintenir en servitude. L'épopée devrait résister à l'arbitraire. Voilà un peu l'aspect, je pourrais dire, politique du Mbeth. Car le Mbeth, c'est la totalité. Alors, voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Je ne suis pas assez savant pour dire tout ce qu'il a dit, mais ces quelques propos pour vous montrer à peu près ce qu'il y a probablement à retenir de son récit. Je vous remercie.